Dans l'histoire de la Formule 1, plusieurs technologies ont vu le jour, comme les voitures à 6 roues ou la Brabham aspirateur. Aujourd'hui, on va faire un saut dans le passé, dans les années 70, où les innovations technologiques transformaient l'image du sport auto. De plus, il y avait pas mal de tensions avec le conflit FISA-FOCA. Mais pas seulement, beaucoup de surprises, des batailles spectaculaires et des drames avec un champion inattendu. Oui, 82, ça m'a marqué, beaucoup marqué, ouais. Bref, les années 70-80 en sport automobile sont folles. Et il se trouve que dans la saison 118, l'écurie Brabham, dirigée par un certain Bernie Ecclestone, sont arrivés avec une technologie assez particulière. Voici l'histoire de la Brabham BT46B, dit la voiture aspirateur. Après 4 années de domination Ferrari et McLaren, 2 titres pilotes pour chacun, Emerson Fittipaldi en 74 et James Hunt en 76 avec McLaren, ainsi que Niki Lauda en 75 et 77 pour Ferrari, la hiérarchie est bousculée en 78. Ferrari joue toujours devant grâce à Reutemann, déjà double vainqueur en cette saison 118, et le fougueux Gilles Villeneuve montrant une belle pointe de vitesse, mais n'engrangeant que peu de points. Les McLaren de James Hunt et Patrick Tambay sont déjà hors du coup pour jouer le titre. Les favoris du championnat sont maintenant les Lotus avec leur redoutable 79 à effet de sol. C'est la voiture la plus rapide et cette technologie est extrêmement efficace. Elle est signée Colin Chapman. Mario Andretti et Ronnie Peterson ont engrangé plusieurs victoires et podiums et mènent le championnat. Parmi les outsiders, on retrouve la Tyrrell de Patrick Depailler, qui n'est pas passé loin de la victoire à Kyalami et qui s'est finalement imposé pour la première fois en Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco. Le deuxième pilote, Didier Pironi, est encore jeune et souffre de la comparaison face à son équipier, mais montre malgré tout de très belles choses. L'autre outsider s'appelle le Brabham qui a recruté le champion du monde en titre, Niki Lauda. L'Autrichien est accompagné par John Watson. S'ils sont un peu distancés, les 3 podiums de Niki Lauda permettent d'entretenir un léger espoir de titre pour l'écurie de Bernie Ecclestone. Et Brabham va surprendre beaucoup de monde en arrivant en Anderstorp, 8e manche de la saison qui en compte 16. Depuis quelques années, Bernie Ecclestone gagne en influence au sein de la Formule 1. Il a su tirer profit de la finale mythique du Grand Prix du Japon en 76 en négociant directement avec les chaînes de télévision pour les droits de diffusion. Pour la faire courte, la répartition de l'argent en Formule 1 était très mal gérée. Par exemple, les équipes n'avaient aucune retombée d'argent et les coûts commençaient à grimper. De plus, la Formule 1 générait un petit peu plus d'argent. Le truc c'est que bon, il y avait des constructeurs comme Ferrari qui eux n'avaient pas spécialement besoin de l'argent généré par la Formule 1. Mais les petites équipes, les indépendants, comme Williams, comme McLaren, comme Lotus, en avaient besoin. Et encore Williams, McLaren, Lotus, ce sont pas les plus à plaindre. Ecclestone est donc devenu le meneur de la rébellion des constructeurs indépendants et crée la FOCA, la Formula One Constructors Association. Tout ça dans le but d'opposer un contre-pouvoir à la FISA, le pouvoir sportif, et de bénéficier des retombées d'argent générées par la F1. Donc c'est un enjeu important. Bernie a mis en place plusieurs règlements économiques comme celui d'obliger les circuits à payer pour être au calendrier, mais il a également joué dans plusieurs autres décisions comme celle d'engager un médecin qui suivrait tous les grands prix. Et dans ce Grand Prix de Suède 78 arrivait le professeur Sid Watkins. À une époque où de plus en plus de voix s'élèvent pour souligner la dangerosité du sport automobile, avoir un médecin qui plus est de très bonne qualité ne peut pas être une mauvaise chose. Mais la FISA trouve un moyen de contester parce qu'il voit en ce recrutement de Sid Watkins un empiètement supplémentaire de la part de Bernie Ecclestone sur leur pouvoir. Ouais, le conflit FISA-FOCA c'était souvent un concours de beats. Il faut dire que l'écurie Brabham en 78 a de quoi faire rêver. Un petit teigneux opportuniste que rien n'arrête avec le meilleur pilote du moment en la personne de Niki Lauda. Mais aussi Herbie Blash, le bras droit d'Ecclestone au sein de Brabham. Sans oublier évidemment le druide de l'équipe, Gordon Murray. Sud-africain qui fait partie des meilleurs ingénieurs de l'histoire de la Formule 1 et qui a mis au point la Brabham BT46B. Cette voiture surprend beaucoup de monde en Suède et beaucoup ne vont pas l'apprécier. Officiellement, cet énorme ventilateur est associé à un radiateur d'eau servant à refroidir le puissant moteur Alfa Romeo Flat 12. Mais il faut être naïf pour croire que là est sa seule utilité.
Depuis plusieurs mois, Gordon Murray s'intéresse aux voitures de Colin Chapman et à leur effet de sol. Le souci, c'est qu'il ne peut pas copier les Lotus. Les voitures noires et or sont propulsées par le V8 Ford Cosworth, plus petit que le Flat 12 Alfa Romeo qui propulse les Brabham. Ainsi, les Brabham BT46 ne peuvent adopter ce que l'on appelle les pontons des porteurs. Cela dit, Gordon trouve une parade grâce à ce ventilateur. Des jupes aérodynamiques sont placées sur les côtés de la voiture et l'aspiration offerte par le ventilateur crée un effet de succion comparable à la Lotus. L'air est accéléré et travaillé sous la voiture, ce qui génère plus d'appui. En l'occurrence, avec les voitures de cette époque, l'adhérence créée par les jupes était si importante qu'ils pouvaient parfois se débarrasser des ailerons avant. Réponse à une des questions qui m'a été le plus posée durant la série 1982, la saison folle. Bref, Gordon Murray a beau avoir réalisé une prouesse technique en s'inspirant de la Chaparral 2J, il se trouve que beaucoup d'équipes contestent ce système. Contrairement à la Lotus 79 qui crée un effet de sol dynamique, de par sa vitesse et son aéro, la Brabham BT46B le crée de manière mécanique. Cette turbine est un élément aérodynamique mobile, et c'est interdit par le règlement. Alors, beaucoup de team managers vont se regrouper pour porter réclamation auprès de la FISA. Teddy Mayer, Colin Chapman, Ken Tyrrell et John Surtees pour être précis. Et c'est la bataille. Eccleston, Murray et Blash affirment que cette turbine n'est pas un élément aérodynamique, mais un élément de refroidissement. Les commissaires techniques de la FISA acceptent donc cette voiture au départ, et les accusateurs crient au scandale. Les premiers tours de roue de la BT46B font grincer des dents. Tout d'abord, dès le démarrage de la voiture, celle-ci s'affaisse immédiatement. Collée au sol, même à l'arrêt. En piste, la BT46B est redoutable. Elle génère un appui inédit en Formule 1 et les concurrents sont déstabilisés. Mais il y a un souci, le ventilateur envoie plusieurs projectiles à l'arrière, ce qui est très dangereux. On pense notamment à l'accident du Grand Prix de France 72 à Charade où Helmut Marko y a perdu un œil, percuté par une roche volcanique projetée par la voiture qui le précédait. Les teams principales retournent voir la FISA pour se plaindre et Brabham réagit. Ils se rendent compte que cette voiture dépose de tous les autres et en vue du championnat, c'est un bijou. Mais elle est loin de faire l'unanimité, et afin de se prévenir de plaintes supplémentaires, Bernie Ecclestone demande à ses pilotes de ne pas réaliser la pole position. Ce que Watson et Lauda parviennent à faire. Andretti est en pole position, Watson est deuxième devant Niki Lauda et Ronnie Peterson. Les observateurs, les concurrents et l'écurie Brabham attendent de voir ce que la voiture aspirateur va faire. Le départ est donné et Lauda prend la deuxième place à Watson. Andretti mène dans un premier temps la course, mais l'Autrichien le suit facilement. John Watson devra renoncer au 20e tour à cause d'un souci moteur. Au 47e tour, le leader de la course, Mario Andretti, est au ralenti et de la fumée blanche sort de la Lotus. C'est l'abandon pour le pilote américain et Niki Lauda prend la tête de course. L'Autrichien s'impose pour la première fois avec Brabham et score un 9-0 important face à Mario Andretti, revenant ainsi 3e du championnat pilote. 34 secondes derrière, arrive en bagarre Riccardo Patrese sur Arrows et Ronnie Peterson. Évidemment, la victoire facile de Lauda et Brabham fait polémique. L'Autrichien s'est contenté dans un premier temps de suivre Mario Andretti sans forcer, et ce sur ordre de Bernie Ecclestone et Herbie Blash. Andretti et Peterson ne manquent pas de critiquer une voiture illégale et dangereuse pour les poursuivants, et l'affaire va vite retourner devant les commissaires. Mayer et Chapman retournent voir la FISA, mais le pouvoir sportif de la Formule 1 ne change pas d'avis et reste sur son premier verdict, la voiture est acceptée. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. La Brabham utilise un élément aérodynamique actif, elle est dangereuse avec toutes ses projections, et puis, elle est trop rapide. Niki Lauda évoquera son ressenti au volant et la BT46B lui donnait l'impression d'être sur des rails, du jamais vu. Remonté comme jamais, Mayer et Chapman vont voir Bernie Ecclestone pour lui demander de retirer de lui-même sa voiture. Mais Ecclestone ne veut pas abandonner sa voiture. Il sait qu'avec elle, il peut remporter le championnat du monde. Bernie est convaincu qu'avec son influence de plus en plus grande en Formule 1, il obtiendra de la FISA la légalisation de la BT46B. Et dans ce concours de beats, Ecclestone n'est pas le seul à abattre ses cartes. Chapman et Mayer en ont une bonne et menacent Ecclestone de retirer leur soutien au sein de la FOCA, chose qui serait dramatique pour les intérêts de tonton Bernie. Chapman et Mayer sont rejoints par les autres équipes de la FOCA et Ecclestone a un choix décisif à faire. Ou son équipe, ou la FOCA.
Ce genre de décisions qui peuvent changer l'histoire d'un sport. Eccleston choisit d'abandonner la Brabham BT46B et la conquête du titre mondial de son équipe au profit de ses intérêts politiques et financiers. Le Sud-Africain Gordon Murray est évidemment très déçu car il est très fier de sa voiture. Eccleston a pris la bonne décision car la semaine suivant le Grand Prix de Suède, un certain Jean-Marie Balestre, alors représentant de la FISA à Anderstorp, remet son rapport au président Pierre Hugeux. S'appuyant sur l'interdiction de la Chaparral 2J quelques années plus tôt, la BT46B est déclarée illégale. Cela dit, Niki Lauda conserve sa victoire au Grand Prix de Suède, Grand Prix qui aura marqué l'histoire de ce sport. Après, Bernie Eccleston n'a pas accepté sans broncher car il se met à contester la légalité de la Lotus 79 qui utilise des jupes coulissantes, donc mobiles. Mais ça c'est une autre histoire pour... pourquoi pas, un nouvel épisode. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Vraiment, ça me fait plaisir de parler de ce genre d'événement, en fait. C'est pas du détail, parce que ça reste important. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette turbine au cul de la Brabham. Mais voilà, l'histoire qu'il y a derrière, en fait, ça aurait pu complètement changer l'image de la Formule 1. Imaginez que Bernie Eccleston ait dit « Non, 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 je garde cette voiture ». Bon, au final, elle aurait été quand même délégalisée à cause de Jean-Marie Balestre et de la FISA et la jurisprudence qu'il y a autour de la Chaparral 2J, qui a été créée par la Chaparral 2J, mais est-ce qu'il aurait eu encore le soutien de la FOCA après ça? Bon, il est tellement malin que s'il faut, il aurait encore plus niqué tout le monde, mais ça c'est autre chose. Voilà, à partir de là, on peut vraiment basculer, changer de voie, et peut-être que l'histoire de la Formule 1 aurait été bien différente. Je vous laisse par exemple m'écrire en commentaire cette uchronie. Allez-y si jamais vous avez envie, parce que le commentaire, c'est une des facettes pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Il y a le commentaire évidemment, mais il y a le partage aussi, ça fait plaisir. Partage, vous montrez en fait, regardez ça c'est bien, ou regardez ça c'est pas bien, mais au final c'est du partage, donc moi ça me va. Le pouce bleu c'est bien aussi, il y a le pouce comme ça, mais ne vous sentez pas obligé, on va pas trop en parler. De toute façon on peut même plus voir combien il y a de dislikes. C'est bon, parfois un commentaire qui est haineux envers soi, ça fait chier, et voir des ça fait chier, mais merde, c'est quand même important, combien de gens n'ont pas aimé. Bon, c'est nul, ça c'est encore un truc de YouTube qui est un peu space. Après, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche si c'est pas déjà fait. Tout ça, ça prend rien du tout et ça fait vraiment très plaisir. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire La Piste avec des nouvelles vidéos qui arrivent. Ouais, je vous le dis ça souvent. Mais en fait, le circuit me prend tellement de temps que c'est compliqué de tout gérer. Mais rassurez-vous, la piste elle est là et je sais qu'elle est là et ça me fait plaisir de savoir qu'elle est là parce que vraiment tu peux mettre n'importe quoi et ça c'est cool. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les ventilateurs. À la prochaine. Ouais, en fait, il faut que je tourne que le matin parce que quand je tourne le matin, je suis bien, je sais pas pourquoi. L'après-midi, je suis plus en forme, mais je galère parce que moi j'ai pas de prompteur. Moi je dois lire la phrase, retenir la phrase, balancer la phrase. Et souvent je me rate. Mais le matin, moi, c'est fou. Mais, valider le matin, alors valider, ouais. Des bisous.